Bienvenue à tous pour une mise à jour sur le troisième jour de la guerre en Iran. Je m'appelle Pascal Lotaz, je suis professeur associé à l'Université de Kyoto et j'aimerais vous parler de ce que nous avons appris au cours de la journée. Il est maintenant en début de soirée au Japon, environ midi à Téhéran et la nuit aux États-Unis, et ce que nous observons, c'est essentiellement une extension du conflit, avec davantage de pays entraînés ou désormais, pour des raisons très logiques, effectivement pris pour cible. Tout d'abord, le Hezbollah a lancé des roquettes sur Israël pour la première fois depuis le faux cessez-le-feu mis en place à la fin de 2024. Et l'armée israélienne, comme on pouvait s'y attendre, réagit en ciblant Beyrouth. Et nous voyons également qu'au Koweït, apparemment, des avions américains ont été touchés. Les Iraniens tirent des missiles sur à peu près tout le monde dans la région. Vers la fin de cette présentation, je parlerai des raisons de cette situation. Je pense qu'un des analystes a parfaitement raison. Actuellement, l'Iran tire sur quiconque héberge du personnel ou du matériel militaire américain ou israélien. Et cela a des implications considérables. Tout d'abord, je dois souligner que nous avons désormais une annonce de Keir Starmer, publiée il y a environ une demi-journée, dans laquelle il déclare qu'il ouvrira les bases aériennes britanniques aux États-Unis. British air bases to the United States. This is something that he ruled out, especially C'est quelque chose qu'il avait exclu, en particulier Diego Garcia. Il avait déclaré que ces bases aériennes ne pouvaient pas être utilisées par les États-Unis. Eh bien, très prévisiblement, il est revenu sur tout cela. Je pense qu'il est important d'entendre ces personnes dans leurs propres mots, donc j'aimerais vous faire écouter ceci à une vitesse de 1,5. Écoutez bien, puis nous en parlerons dans un instant. L'élément important, bien sûr, c'est que le Royaume-Uni a désormais officiellement décidé, sur le plan politique, de se joindre à l'action. Mais écoutez bien la manière dont cela est présenté. Hier, je vous ai parlé de la situation dans le Golfe et j'ai expliqué que le Royaume-Uni n'était pas impliqué dans les frappes contre l'Iran. C'est toujours le cas. Au cours des 2 derniers jours, l'Iran a lancé des attaques soutenues dans toute la région contre des pays qui ne l'avaient pas attaqué. Ils ont frappé des aéroports et des hôtels où séjournent des citoyens britanniques. Il s'agit clairement d'une situation dangereuse. Nous avons au moins 200 000 citoyens britanniques dans la région, des résidents, des familles en vacances et des personnes en transit. Je demande à tous nos ressortissants dans la région de bien vouloir s'enregistrer et de suivre les conseils de voyage du Foreign Office. Je sais que cette période est profondément préoccupante et nous continuerons à faire tout notre possible pour vous soutenir. Nos forces armées, déployées dans toute la région, sont également mises en danger par les actions de l'Iran. Hier, l'Iran a frappé une base militaire à Bahreïn, manquant de peu du personnel britannique. La mort du guide suprême n'empêchera pas l'Iran de lancer ses attaques. Leur attitude devient encore plus imprudente et plus dangereuse pour les civils. Notre décision selon laquelle le Royaume-Uni ne participerait pas aux frappes contre l'Iran était délibérée, notamment parce que nous estimons que la meilleure voie à suivre pour la région et pour le monde est un règlement négocié, un accord dans lequel l'Iran accepterait de renoncer à toute ambition de développer une arme nucléaire. Mais à présent, l'Iran vise des cibles britanniques. Et je dois encore une fois le souligner. Jusqu'à présent, l'Iran n'a cessé de dire « nous ne voulons pas d'armes nucléaires ». Il y avait une fatwa émise par l'ayatollah Khamenei, aujourd'hui décédé, affirmant que les armes nucléaires sont incompatibles avec l'islam. Ils viennent donc d'éliminer la seule personne, la plus importante, qui faisait obstacle à l'acquisition d'armes nucléaires par l'Iran. Désolé, il fallait que je le mentionne.
Les intérêts, néanmoins, mettent les Britanniques en grand danger, ainsi que nos alliés dans toute la région. Voilà la situation à laquelle nous faisons face aujourd'hui. Nos partenaires du Golfe nous ont demandé d'en faire davantage pour les défendre, et il est de mon devoir de protéger des vies britanniques. Nous avons des avions britanniques en vol dans le cadre d'opérations défensives coordonnées, qui ont déjà intercepté avec succès des frappes iraniennes. Mais la seule façon de mettre fin à la menace est de détruire les missiles à leur source, dans leurs dépôts de stockage ou les lanceurs utilisés pour les tirer. Les États-Unis ont demandé l'autorisation d'utiliser des bases britanniques à cette fin défensive précise et limitée. Nous avons pris la décision. Désolé de m'arrêter ici, mais il faut reconnaître à quel point M. Starmer parvient à présenter l'attaque contre l'Iran et l'intention délibérée de détruire du matériel militaire en Iran comme une action défensive. C'est l'incarnation même du bellicisme, non? Quand on présente délibérément une attaque contre l'autre camp comme quelque chose de nécessaire pour protéger son propre matériel. Il a littéralement dit, 30 secondes plus tôt, que toute menace contre le matériel et le personnel britannique dans la région était intolérable, alors que maintenant il affirme qu'il doit être parfaitement tolérable pour l'Iran d'accepter la destruction de son matériel et la mort de son personnel militaire. C'est une déclaration assez incroyable, en fait, du pur double langage. Mais on voit bien à quel point il lui est difficile de retourner la situation. Bien sûr, une bonne partie du public occidental suivra probablement cette logique. Mais terminons, écoutons-le jusqu'au bout. Accepter cette demande revient à empêcher l'Iran de tirer des missiles à travers la région, tuant des civils innocents, mettant des vies britanniques en danger et frappant des pays qui n'ont pas été impliqués. La base de notre décision repose sur la légitime défense collective d'amis et d'alliés de longue date, ainsi que sur la protection des vies britanniques. Cela est conforme au droit international, et nous publions un résumé de nos conseils juridiques. Nous ne participons pas à ces frappes, mais nous poursuivrons nos actions défensives dans la région. Nous ferons également venir des experts d'Ukraine, aux côtés de nos propres spécialistes, pour aider les partenaires du Golfe à abattre les drones iraniens qui les attaquent. Je veux être très clair. Nous nous souvenons tous des erreurs commises en Irak et nous en avons tiré les leçons. Nous n'avons pas participé aux frappes initiales contre l'Iran et nous ne prendrons pas part à une action offensive maintenant. Mais l'Iran mène une stratégie de la terre brûlée. C'est pourquoi nous soutenons la légitime défense collective de nos alliés et de nos concitoyens dans la région, car c'est notre devoir envers le peuple britannique. C'est la meilleure façon d'éliminer la menace urgente et d'empêcher la situation de s'aggraver davantage. C'est le gouvernement britannique qui protège les intérêts et les vies britanniques. Non, Starmer, tu ne fais pas ça. Tu fais exactement le contraire. Au lieu d'essayer de dire aux États-Unis et à tout le monde de se calmer, de montrer que tu ne participeras à aucune de ces actions et que tu condamnes les actions américaines, au lieu de ça, tu les soutiens. Et il n'existe pas d'attaque défensive contre un autre pays. Il n'existe pas d'attaque défensive contre des installations militaires dans un autre pays. Cela n'existe tout simplement pas. Donc c'est complètement absurde, évidemment. Et la question juridique dont tu parles ici, tu viens juste de réaliser que beaucoup de gens vont dire « Hey, est-ce que c'est pas contraire au droit international ?» Et maintenant, tu vas publier un faux rapport rédigé par de faux analystes ou de faux juristes internationaux capables de l'arranger, n'est-ce pas?
some phony analysts or international lawyers who will be able to tweak this, right? They will use this and they will now frame this. Ils vont utiliser cela et le présenter comme un cas de légitime défense collective, parce que l'autre camp se défend contre les États-Unis et leurs alliés. Vous pouvez donc voir maintenant quelle est la stratégie du Royaume-Uni. Et il est probable que les Européens suivront la même ligne. Ils diront « Nous devons nous défendre contre une attaque de l'Iran », en insistant sur le fait que l'Iran riposte, n'est-ce pas? Qu'il tire sur quiconque héberge, sur toutes les bases militaires présentes dans ces pays. Je veux dire, il faut le reconnaître, l'Iran n'attaque pas les pays qui hébergent les bases. Il attaque les bases elles-mêmes, n'est-ce pas? Et il y a plusieurs niveaux de stratégie derrière cela. L'un d'eux consiste, bien sûr, à convaincre ces pays de ne plus héberger ces bases à l'avenir. Mais nous y reviendrons. La seule chose sur laquelle je pense qu'il a raison, parce qu'un autre analyste a utilisé ce terme aussi, c'est qu'il s'agit en réalité d'une stratégie de la terre brûlée. Et nous y reviendrons très bientôt. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. L'Iran a clairement entendu le Premier ministre. Ils ont compris ce qu'il a dit. Et seulement quelques heures après son discours, les Iraniens ont effectivement attaqué la base de la Royal Air Force à Chypre. Les Britanniques ont donc une base à Chypre. Chypre, bien sûr, est membre de l'Union européenne, et c'est celle-là qu'ils ont attaquée. Pour l'instant, on présente encore cela comme un drone qui s'y serait écrasé, mais il est assez clair que l'Iran, les Iraniens, ont désormais envoyé un signal très très fort. Le territoire de l'UMR Member n'est pas hors limite s'il abrite des forces militaires hostiles. Il est tout à fait clair que ce message s'adresse également au reste de l'Union européenne, à la France et à l'Allemagne. Ne vous impliquez pas, à moins de vouloir être frappé, car la Grande-Bretagne a déjà décidé de participer à la guerre. Jetons maintenant un œil à ce que dit M. Araghchi au sujet de leur stratégie. Il s'agit, encore une fois, du ministre iranien des Affaires étrangères, qui a heureusement survécu, tout comme le président et d'autres responsables. Ce sont les dirigeants bureaucratiques et militaires qui ont été éliminés par M. Trump, par les Américains, l'autre jour. Mais M. Araghchi affirme qu'ils ont eu 2 décennies pour étudier les défaites de l'armée américaine à leurs frontières immédiates, à l'Est et à l'Ouest, c'est-à-dire en Afghanistan et en Irak, et qu'ils ont tiré les leçons de ces expériences en conséquence. Les bombardements dans notre capitale n'ont aucun impact sur notre capacité à mener la guerre. Une défense décentralisée et en mosaïque nous permet de décider du moment et de la manière d'agir. Les Iraniens affirment donc clairement qu'ils sont tout sauf vaincus, tout sauf abattus, qu'ils ont une stratégie pour affronter précisément le moment qui s'impose désormais à eux, pour se défendre contre la puissance écrasante de l'autre camp, celle d'Israël et des États-Unis. Alors, comment s'y prennent-ils? Nous entendons déjà des rapports selon lesquels Donald Trump aurait déclaré être ouvert à des discussions avec l'Iran. Il a prononcé une deuxième allocution à la Maison-Blanche, une autre très bombastique et très sombre et malveillante, presque jubilatoire, face à la mort que son armée a pu infliger. Et vous savez, parler des 3 soldats américains qui sont morts hier dans l'une des attaques contre les bases militaires américaines, et dire qu'il y en aura probablement d'autres, mais que c'est ce qui arrive en temps de guerre, c'est tout de même assez fort, venant d'un homme qui n'a jamais servi et qui a en réalité évité d'être enrôlé pendant la guerre du Vietnam, non? Quelqu'un qui s'est assuré de ne jamais porter l'uniforme et qui ensuite déclare que ceux qu'il porte devront mourir. Mais c'est ainsi. Je n'ai pas vraiment entendu qu'il ait manifesté une ouverture à des discussions, mais certains rapports affirment qu'il l'a fait.
Bien que, désormais, certains hauts responsables iraniens, et surtout Ali Larijani, le chef du Conseil suprême de sécurité nationale, aient déclaré que l'Iran ne négocierait pas avec les États-Unis. Ainsi, l'Iran tient à affirmer, du moins officiellement, que cette guerre ne prendra fin que lorsque les États-Unis cesseront leurs attaques, qu'ils vaincront cette offensive, la repousseront et ne supplieront pas les États-Unis d'avoir pitié. Car à ce stade, c'est parfaitement clair, n'est-ce pas? Si les Iraniens tentaient de négocier la paix d'une manière ou d'une autre, ils seraient simplement attaqués encore et encore. Je veux dire, à présent, Donald Trump a clairement indiqué que ce combat pour les Iraniens est existentiel et concerne leur avenir. Dans le discours qu'il a prononcé hier, il a de nouveau souligné que le changement de régime est l'objectif, qu'il exige que toutes les forces militaires déposent les armes et que le peuple iranien doit désormais se lever. Le discours officiel est que les États-Unis ne font que soutenir le peuple iranien dans son soulèvement contre son gouvernement. Et le gouvernement iranien, de son côté, déclare « Non, nous ne sommes pas du tout faibles. Ce n'est pas notre situation. Il n'y aura aucune forme de révolution contre nous. Nous avons les moyens, avec notre armée répartie sur un territoire très vaste. » Je pense donc que l'élément le plus important à ce stade est en réalité cette stratégie qui se déploie actuellement. Et pour l'examiner, je voudrais signaler ce rapport ici, publié par le Janus Project. Comment s'appelle-t-il déjà? Désolé, je ne retrouve pas ma note pour le moment. Mais le Janus Project Global Analysis a rédigé un résumé très concis ici, et je vais vous en lire le texte intégral, car je pense qu'il correspond vraiment à ce que le Premier ministre Starmer vient d'exposer, tout en expliquant de manière très claire quelle est probablement l'approche iranienne. Alors, laissez-moi vous lire ceci. L'escalade rapide et sans précédent de l'opération Fureur épique fait déjà l'objet d'analyses rigoureuses de la part d'analystes, de stratèges et de chercheurs en opération. Bien que nous n'en soyons encore qu'aux 48 premières heures du déclenchement des hostilités, le déroulement actuel de l'opération révèle des divergences nettes et inquiétantes entre le succès militaire tactique célébré par la coalition alliée et la viabilité géopolitique à long terme de la campagne. La campagne conjointe américano-israélienne et la riposte iranienne illustrent déjà les limites structurelles de la puissance aérienne, la fragilité des marchés mondiaux de l'énergie et les mécanismes économiques des relations interétatiques modernes, mettant en lumière des vulnérabilités critiques dans la conception opérationnelle américano-israélienne. Il est légitime de se demander si les États-Unis et Israël agissent selon une théorie de la victoire cohérente et réalisable. Les objectifs de guerre déclarés par les Alliés sont maximalistes, écarter définitivement l'Iran du camp des états de confrontation, soit en renversant totalement le régime, soit, à défaut, en désarmant complètement son vaste arsenal de missiles balistiques et de drones. Cependant, les précédents historiques et les modèles opérationnels rigoureux montrent qu'un changement de régime durable ne peut être obtenu par le seul bombardement aérien. En menant une frappe de diversion contre l'ayatollah Khomeini sans déployer de forces terrestres d'occupation, ni coordonner une avant-garde révolutionnaire interne capable de combler le vide politique, la coalition alliée n'a pas réussi à contenir l'État iranien. Au contraire, l'immense déploiement de puissance aérienne cinétique ne fait que paralyser et fragmenter l'appareil d'État. Il élargit, au lieu de restreindre, l'espace des possibles pour le chaos régional. La mort du dirigeant suprême, plutôt que de provoquer une capitulation sociétale immédiate ou une transition démocratique à la vénézuélienne, a probablement unifié les éléments nationalistes iraniens les plus radicaux et les cadres survivants des gardiens de la révolution autour d'une doctrine de survie désespérée. De plus, l'arsenal global de l'Iran,
estimé avant le conflit à plus de 2500 missiles balistiques de moyenne portée, 8000 systèmes de courte portée et des dizaines de milliers de munitions rôdeuses, est tout simplement trop vaste et trop profondément enfoui dans des bunkers souterrains de type Kanat pour être entièrement neutralisé depuis les airs. Conscients de leur incapacité à remporter un duel contre forces conventionnelles face aux bombardiers furtifs américains, les commandants survivants et décentralisés du régime se sont naturellement rabattus sur des frappes contre-valeurs visant des cibles vulnérables et hautement lucratives. Les États-Unis ne disposent pas de la densité défensive physique nécessaire pour protéger durablement les monarchies pétrolières contre ces attaques asymétriques dispersées. Si ces monarchies ne peuvent être protégées, l'Iran conserve la capacité de bouleverser les marchés financiers, de dévaster l'économie mondiale et par conséquent, de détruire la viabilité politique de l'administration américaine actuelle pour une génération, soulignant que les risques d'escalade se multiplient d'heure en heure en l'absence de stratégie de sortie viable. Inversement, les évaluations occidentales des menaces se sont historiquement concentrées sur la capacité de l'Iran à poser des mines ou à bloquer le détroit d'Ormuz. Bien que perturbateur, il s'agit d'un goulet d'étranglement maritime que la supériorité écrasante de la marine des États-Unis peut, à terme, sécuriser et dégager. Cependant, le véritable levier stratégique existentiel dont dispose Téhéran réside dans la destruction physique systémique des infrastructures terrestres de traitement du pétrole et du gaz du Golfe. Car l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Koweït agissent comme des co-belligérants logistiques indispensables, hébergeant les bases aériennes et les quartiers généraux navals d'où se projette la puissance américaine. Leurs nœuds énergétiques, critiques, sont donc considérés comme des cibles militaires légitimes et hautement prioritaires au regard du droit des conflits armés. Ces installations, en particulier les terminaux d'exportation, se trouvent aisément à portée des missiles balistiques à courte portée iraniens, des missiles de croisière et des essaim de drones Shahed à bas coût. Si les gardiens de la révolution islamique, confrontés à une annihilation existentielle, lançaient une campagne de la terre brûlée contre ces points névralgiques, l'ossature physique du système énergétique mondial serait rompue. Le calcul stratégique consiste à infliger une douleur si intense aux marchés mondiaux que la communauté internationale fasse pression sur les États-Unis pour qu'ils interrompent leurs opérations militaires. Les marchés financiers ont déjà commencé à intégrer cette instabilité dans leurs évaluations. Le Brent a clôturé à 72,87 $ et vendredi, avant les frappes, les analystes de Barclays et de Goldman Sachs prévoyaient que si le scénario visant les infrastructures se concrétisait, le Brent dépasserait rapidement les 100 $ le baril, soit une hausse catastrophique de 37%. Sous une pression économique intérieure aussi intense, le pouvoir exécutif américain pourrait mettre en place des contrôles d'exportation draconiens afin de stabiliser les prix du carburant sur le marché intérieur. Cette manœuvre politique laisserait l'Union européenne et le Royaume-Uni totalement privés à la fois du gaz naturel russe et des approvisionnements énergétiques du Golfe, fracturant de fait l'alliance géopolitique occidentale et plongeant l'Europe dans un vide énergétique sans précédent. De même, les États-Unis et Israël mènent actuellement une guerre d'usure hautement asymétrique que les bases militaro-industrielles occidentales sont mal placées pour soutenir économiquement. L'opération Epic Fury repose presque exclusivement sur des systèmes avancés de défense antimissiles balistiques pour protéger les infrastructures critiques. Cela nécessite l'utilisation d'intercepteurs valant plusieurs millions de dollars, tels que le Terminal High Altitude Area Defense, THAAD, et le Standard Missile 3, afin de contrer les missiles balistiques iraniens anciens et les essaims de drones produits en masse,
dont le coût ne représente qu'une fraction de celui d'un seul intercepteur défensif. Ce rapport coût-efficacité inversé favorise fortement la stratégie de saturation de l'Iran. La résilience opérationnelle de l'Iran, potentiellement soutenue de manière clandestine par une aide matérielle de la Russie ou de la Chine, pourrait simplement durer plus longtemps que les stocks occidentaux d'intercepteurs. L'immense arsenal de missiles iraniens agit efficacement comme une éponge ablative conçue pour absorber et épuiser les intercepteurs occidentaux de haut niveau. Une fois que ces stocks limités d'intercepteurs tomberont en dessous des seuils opérationnels critiques, les bases alliées, les porte-avions et les infrastructures énergétiques vitales du Golfe se retrouveront exposées à des frappes de saturation en cascade non défendues, rendant la position alliée militairement intenable. Et c'était un passage très long, je m'en excuse, mais je trouve l'analyse absolument brillante. Me mettre nom que l'auteur Gaël, Quest Monsieur sur Twitter, dans la description vidéo ci-dessous. C'est très bien fait. Donc encore une fois, nous pouvons suivre cela. Et je crois que c'est probablement maintenant la raison pour laquelle l'Iran frappe tout le monde. L'Iran doit neutraliser toute l'infrastructure économique et militaire des États-Unis dans la région afin de les atteindre là où cela fait vraiment mal et de ramener le combat sur le terrain économique, tout en affaiblissant la détermination des États du Golfe à maintenir leur alliance étroite avec les États-Unis. Car, encore une fois, les Iraniens veulent faire comprendre aux États du Golfe que c'est leur alliance avec les États-Unis qui a provoqué ces attaques, et non l'inverse. L'infrastructure militaire américaine est la raison pour laquelle ils ont été attaqués, ou pourquoi il y a des frappes sur leur territoire, des frappes sur les bases militaires, n'est-ce pas? Strikes on their territories, strikes on the military bases, right? So getting rid of the military bases would resolve that issue. Donc, se débarrasser des bases militaires résoudrait ce problème, n'est-ce pas? Et je ne dis pas que c'est un scénario probable dans un avenir proche, mais il semble que l'Iran se prépare à une guerre aérienne de longue durée, une guerre d'attrition aérienne, une guerre de missiles d'attrition. Et ils sont désormais prêts non seulement à menacer les Européens, mais aussi à tirer sur eux, en utilisant l'immensité de leur territoire et le fait qu'ils disposent maintenant d'un commandement décentralisé pour soutenir une campagne de bombardement prolongée contre l'autre camp et l'épuiser. De plus, ils créent un environnement structurel où cela devient si coûteux pour les États-Unis sur le plan interne, pour leur politique intérieure, qu'à un certain moment, ils devront simplement abandonner. That at some point they simply need to call it quits. And if the United States quits it, then Israel has no other choice. Et si les États-Unis se retirent, alors Israël n'aura pas d'autre choix que de se retirer également. Il semble que ce soit désormais la stratégie de Téhéran. Même si sa direction est encore davantage décapitée, les structures en dessous sont conçues pour pouvoir continuer à fonctionner de manière indépendante dans leurs petits réseaux et recoins. Et même si les États-Unis disposent de la supériorité aérienne et peuvent cibler pratiquement n'importe quelle infrastructure à Téhéran, le fait qu'il y en ait autant, non seulement à Téhéran, mais dans tout l'Iran, pose un immense problème qu'il est tout simplement impossible de surmonter, surtout avec des capacités limitées sur le terrain. Il n'existe pas de bouton magique capable de faire apparaître des centaines de milliers de missiles dans la région. Hundreds of thousands of missiles just appear in the region. And once the missiles, especially from the aircraft carrier... Et une fois que les missiles, en particulier ceux provenant des groupes de porte-avions et ainsi de suite, auront été tirés, ces navires devront aller se réapprovisionner quelque part. Donc, je suppose que les Iraniens misent sur le long terme, tandis que les États-Unis parient encore sur le fait que cela peut être achevé, que le régime, le gouvernement iranien, peut être renversé en 1 ou 2 semaines. Bien que Donald Trump semble très conscient que cela pourrait prendre beaucoup plus de temps.
quite considerably longer. Now, À présent, Ursula von der Leyen laisse clairement entendre qu'elle va probablement s'aligner sur l'évaluation britannique. Pour l'instant, l'Union européenne continue d'affirmer qu'elle n'est pas impliquée dans les combats, bien que le bombardement ou la frappe d'aujourd'hui à Chypre change certainement la donne. Mais les images qui circulent en ce moment sont très douteuses. Je veux dire, il faut reconnaître que sur Twitter, on trouve beaucoup d'anciennes vidéos datant de la guerre des 12 jours, ainsi que des vidéos provenant d'autres pays, d'autres époques, notamment lors des guerres du Golfe. Cependant, celles qui parviennent à sortir et semblent authentiques, je suppose que celle-ci l'est, puisqu'on peut y voir la base américaine d'Erbil, en Irak. Eh bien, c'est de là que nous vient maintenant cette image d'une attaque à grande échelle. Et je suppose que cela a à voir avec le fait que le pétrole est en feu là-bas. L'approche des Iraniens maintenant consiste à anéantir la capacité de production pétrolière de tout le Moyen-Orient, y compris, bien sûr, l'Irak, qui est encore partiellement occupé par les États-Unis. Je veux dire, toujours sous la coupe et l'occupation des États-Unis. Toutes ces cibles vont désormais être frappées à plusieurs reprises afin de les rendre inutilisables. Que nous reste-t-il alors? Il nous reste le grave problème que cette guerre durera probablement encore un bon moment, à moins que le gouvernement iranien ne tombe réellement. Mais les personnes au sein du gouvernement et des structures gouvernementales, y compris bien sûr les branches militaires et policières, ont désormais toutes les occasions et toutes les raisons de continuer, de ne pas laisser passer celle-ci. Et aussi, comme l'a dit Ali Larijani, de ne pas se laisser berner par un nouveau cycle de négociations. Car même si les États-Unis, après quelques jours ou quelques semaines, voulaient tenter de conclure une sorte d'accord de cessez-le-feu avec les Iraniens afin de se réorganiser et de se réarmer, cela signifierait simplement que la prochaine phase de la guerre arriverait assez vite pour l'Iran. Cette fois, la stratégie de l'Iran semble donc être de ne mener aucune frappe ciblée ou très précise contre Israël pour les convaincre d'arrêter les combats. Au lieu de cela, il semble que l'Iran cherche à briser la volonté et la capacité industrielle, en particulier la capacité de production pétrolière, de l'Occident en général, afin de les forcer à se retirer définitivement, ou du moins pour une longue période. Car à ce stade, les Iraniens essayent simplement d'effrayer les Américains, n'est-ce pas? Il n'y a aucune chance que l'Iran puisse, d'une manière ou d'une autre, menacer le territoire continental des États-Unis ou remporter la guerre comme les forces alliées l'ont fait contre les puissances de l'Axe pendant la Seconde Guerre mondiale, n'est-ce pas? Il ne fait aucun doute que, bien sûr, l'Iran n'enverra aucun type de troupes sur le territoire des États-Unis. Mais l'objectif global doit être de les chasser, de chasser les États-Unis de la région du Golfe et, à terme, de faire en sorte que les États du Golfe mettent fin à leur alliance. En somme, le réseau de pouvoir et de soutien des États-Unis dans le Golfe s'effondrerait et se désintégrerait. Du côté américain, la motivation actuelle consiste à utiliser les États du Golfe et à leur dire « Regardez, vous avez été attaqués, vous avez donc besoin de notre aide », alors que c'est à cause des États-Unis qu'ils ont été attaqués au départ. Et ensuite, utiliser cette puissance, c'est la logique des bâtisseurs d'alliances, pour se servir du système d'alliance afin d'écraser et de paralyser les Iraniens. Mais comme le rapport que je viens de vous lire l'indique correctement, nous n'avons tout simplement pas de bon exemple où une campagne aérienne, à elle seule, conduit à la capitulation militaire de l'autre camp ou à la chute d'un gouvernement. Parce qu'encore une fois,
Ce qui se passe généralement lorsqu'on vous attaque, c'est que vous obtenez davantage de soutien de la population, l'effet de ralliement autour du drapeau. Et bien qu'il y ait certainement des gens qui célèbrent la mort d'Ali Khomeini, le grand public et le soutien global sont probablement plutôt du côté de ceux qui ripostent à ceux qui leur tirent dessus. Voilà à quoi cela ressemble aujourd'hui. Et si cela continue encore quelques jours, il est probable que la situation restera ainsi. Chaque jour qui passe, l'équilibre des forces se déplace en réalité en faveur des Iraniens. Et vivre dans une économie non seulement sous sanctions, mais aussi sous attaque cinétique directe, devient quelque chose auquel les gens s'habituent. Je veux dire, nous avons vu à Gaza qu'après plus de 2 ans de génocide, les gens vivent encore dans la zone où ils ont été attaqués. Nous voyons comment les populations s'adaptent aux situations de guerre, ce qui n'est pas une bonne chose. Ce n'est rien de bon. Je suis absolument dévasté que cela arrive maintenant aux Iraniens, que l'Iran soit poussé dans cette situation horrible. Mais nous avons déjà vu comment des populations entières, pendant des années, poursuivent des guerres de résistance contre ce type d'agression. Nous l'avons vu au Vietnam. Cela a coûté des millions de vies, des milliards de dollars au Vietnam. It cost millions of lives, in Vietnam, and it seems that at the moment. Et il semble qu'en ce moment, nous soyons peut-être face à un scénario similaire, car si les frappes aériennes initiales ne produisent pas le résultat que Trump et Netanyahou souhaitent, alors bien sûr, l'incitation du côté américain et israélien sera d'intensifier les campagnes de bombardement vers des formes toujours plus horribles. La logique qu'ils suivent consiste à tenter de saper la détermination du public à soutenir cette guerre. Et nous avons déjà vu, dès le premier jour, qu'une école a été attaquée par des missiles israéliens et que plus d'une centaine de filles ont péri dans cette attaque. Alors, personne ne peut me dire que l'armée la plus morale du monde, l'armée la plus sophistiquée du monde, n'est pas capable de faire la différence entre une école et un complexe militaire. Nous devons donc supposer que cela était intentionnel. Et cela s'inscrit, bien sûr, dans le schéma que nous avons observé à Gaza. Cela suit le même modèle que nous avons vu en Turquie, en Syrie et au Liban, à savoir que le camp occidental, c'est-à-dire Israël, les États-Unis et l'OTAN, tire en réalité directement sur des cibles civiles délibérément afin de briser la volonté de la population de se battre. Le danger en Iran est donc, bien sûr, que lorsque les forces militaires iraniennes se retrancheront, peut-être littéralement pour survivre au bombardement, le camp américain commence des bombardements à grande échelle des infrastructures civiles, des villes. Pensez à Dresde, pensez à Munich, mais pensez aussi au bombardement incendiaire de Tokyo, et Dieu nous en préserve, à une arme nucléaire dans une zone densément peuplée. Mais ce type de guerre, simplement par une cruauté pure et simple, forcer l'ennemi à se rendre ou à perdre tout le pays, c'est probablement le genre de raisonnement, la logique, qui apparaîtra du côté des États-Unis. Mais en dehors de cela, la stratégie du côté de l'Iran semble désormais consister à gagner la guerre sur le plan structurel et à forcer la retraite des agresseurs, à rendre économiquement, militairement et logistiquement impossible la poursuite des bombardements. Et une fois que les bombardements cesseront, non pas parce qu'un accord aura été conclu, mais parce que les États-Unis et Israël auront perdu la capacité, la possibilité de les maintenir. Ce sera le moment où l'Iran déclarera probablement la victoire et affirmera qu'il n'est pas arrivé à ce point parce qu'il a été contraint de s'asseoir à la table des négociations, mais parce qu'il a su défendre son pays de la manière appropriée. Maintenant, encore une fois, savoir si les États-Unis emprunteront cette voie et l'accepteront, ou s'ils commenceront alors ces bombardements à grande échelle avec des armes de destruction massive contre la population civile, est une autre question.
Je prie Dieu pour que cela n'arrive jamais et que les armes nucléaires, surtout les armes nucléaires, restent là où elles sont, et que les autres armes de destruction massive, car il existe d'autres armes pouvant provoquer des morts à grande échelle, ne deviennent jamais une réalité. Espérons que l'agitation publique dans les pays occidentaux, l'opposition de l'opinion publique, seront suffisamment fortes pour empêcher le camp occidental d'aller aussi loin. Nous verrons ce que fera l'Union européenne, en particulier l'Allemagne et la France, si elles suivront le Royaume-Uni en s'ouvrant à... Je veux dire, elles n'ont pas de base directement dans cette région, à ma connaissance, surtout les Allemands. Mais elles disposent de centres logistiques qui pourraient être utilisés si elles les ouvraient officiellement aux États-Unis. Bien sûr, l'Allemagne est une immense base de déploiement pour les forces américaines, et elles sont probablement, à l'heure où nous parlons, utilisées pour l'opération en Asie occidentale. Mais nous verrons jusqu'où l'Allemagne et la France sont prêtes à soutenir politiquement et officiellement les États-Unis dans cette guerre d'agression. Seul le temps le dira. Nous aurons des mises à jour prochainement, et merci de votre attention. Thank you for your attention.